الأحمر هذاك تولي دير تصور مع ريكورد تعاود نزلات معها. نزلات تعاود كتعاود تصور اوكي اوكي هما لي مومون افون لو سوفمون داكور. استغفر الله. كيفاش؟ اي مازال برشا اصباخي. مازال برشا حوايج يا ولدي. لي زسافور مازالوا وهكا لي ميني بروجي. انت عندك ميني بروجي ولا؟ عندي ميني بروجي كملتهم صحيح.
Merci, Monsieur le Président. Merci tout le monde du jury. Aujourd'hui, donc, je vais présenter dans le cadre de ma conférence d'habilitation mon parcours enseignant-chercheur qui s'étale sur une période d'environ une vingtaine d'années. Le titre que je choisis pour cette habilitation, que je dois profiter du thème que j'ai abordé, dans ce travail, et interaction, donc modèle d'expérience, stratégie de communication paramétrique appliquée à la mise en forme de code et tube mécanique. Je commence cette présentation par le plan, j'essaie donc de le suivre de cette exposé. Alors, de prime abord, je commence par le processus de formation, ensuite mes activités pédagogiques, puis des activités de recherche plus marquantes, et je m'autorise donc cette exposé par les conclusions éducatives. Donc, je me présente. Alors, Ali Khalfallah, aujourd'hui j'ai 46 ans, je suis actuellement maître assistant dans le département de génie mécanique à l'ISAT, je suis depuis 2007. Actuellement, je suis un chercheur au laboratoire de génie mécanique depuis quelques années. Mon cursus universitaire sur le génie dans le succès transparent. Alors, en 2004, donc, j'ai une thèse de doctorat de mécanique des animaux de la faculté des sciences chimiques. 97 du monde de la mécanique appliquée et d'investissement. 94, j'ai une donc une et finalement 98, j'ai un bac technique. Et ceci étant, je passe au deuxième point de cette présentation. Alors, si donc sur les activités professionnelles et pédagogiques, j'enchaîne directement par ces expériences professionnelles que je représente ici et qui sont donc classées par ordre chronologique décroissant. Donc, je vous l'ai dit, donc, depuis 2007, donc, je suis en formation à l'ISAT de Suisse. En 2003, j'ai été recruté en tant qu'assistant en génie mécanique à l'ISAT de Suisse. Et puis, de 1998 à 2003, j'étais un assistant contractuel, donc j'ai enseigné donc, à l'INIM, à l'IPSO, actuellement, c'est l'ISAT de Suisse. Ceci étant, donc, je passe maintenant à pratiquement vous montrer mon expérience pédagogique et enseignements que j'ai dispensés dans les différents établissements. Donc, essentiellement, j'ai enseigné des résistances des matériaux, des sorties de matériaux, des choix de matériaux, et des travaux pratiques aussi. Et puis, donc, j'ai enseigné également de la technologie de mise en forme par des formations classiques, ainsi que des TP de simulation numérique. Voilà, donc ça c'est les enseignements que j'ai exposés à l'église, donc j'étais voilà. Bon, bref, encadrement, donc tout à fait au début, j'ai encadré 2 projets de fermeture d'ingénieurs à l'église. Et depuis 2004, donc j'ai assuré l'encadrement d'environ une dizaine de PFE de techniciens supérieurs. Alors, côté rédaction, maintenant, j'ai rédigé 3 fascicules de TP. Il y a un fascicule de Notre-Bourg, donc ce que vous voyez là, ce sont les pages de cadre de ces documents-là. Voilà. À part donc, en outre donc, de mon expérience pédagogique, de mon application de la vie universitaire, avec une discussion transparente. Alors, récemment, j'étais membre de la commission des masters professeurs de génie mécanique. J'étais président du juriment de délibération des examens, coordinateur des travaux pratiques de l'accueil du matériau. En 2010, notamment au conseil de la norme collégiale, et tout à fait au début, donc j'ai organisé des séminaires hebdomadaires dans l'Algérie. Alors, je passe maintenant au troisième point de cet exposé, donc qui porte sur mes activités de recherche. Mais avant d'entamer ces activités-là, je voudrais bien parler de la structure de travail de notre laboratoire dans lequel j'ai fait toutes mes recherches. Notre laboratoire est constitué de 4 équipes. Alors moi, j'appartenais dans la équipe de conseiller de formage de parachèvement de surface, et plus particulièrement au groupe qui travaille sur la mise en forme des formations. Bon, voilà. Donc je voudrais bien aussi souligner les mots-clés de mes activités de recherche, qui sont donc la qualification expérimentale, l'identification de leur comportement, ainsi que la simulation par le continent fini, les procédés de mise en forme, tels que l'embouteillage de tôle et l'hydroformage.
d'études. Alors, en effet, donc, mes activités de recherche, ce sont donc réparties sur les différents travaux qui ont été réalisés au cours de mon devoir, de mes travaux de thèse, de mes travaux aussi post-doctoraux, donc que je leur accorde ici le temps accordé à cette présentation. Alors, avant tout, donc, j'aimerais tout d'abord rappeler des travaux que j'ai réalisés au cours de mon devoir, parce que ça représente pour moi les premiers pas de la recherche scientifique. Donc, ce sujet-là est les corrélations dans le comportement macroscopique de potrissage. Alors là, il s'agit de faire des essais de caractérisation d'une mode de potrissage en acier métastable austéritique des indices. On a tracé les cours de limite de formage pour évaluer sa formabilité. Et puis, dans notre côté, les observations microscopiques ont été faites, nous ont permis de comprendre les points de vue microscopiques son comportement. Alors, les conclusions qu'on peut tirer de ce travail-là, c'est que la performabilité qui est indiquée dans les niveaux élevés des courbes de formage est attribuée à la présence d'une phase austéritique dure. Mais cette phase-là, est limitée par l'apparition d'une phase dure probablement qui se développe au cours de la déformation plastique, ce qui est une phase directement, donc je passe à l'essentiel où je représenterai donc des travaux de thèse ainsi que des travaux doctoraux. Alors, avant tout, donc, je voudrais aussi situer mes travaux dans leur cadre général. Alors, un jour, le développement des procédés de forme dans l'industrie automobile est le fruit du progrès technologique en termes de système informatique, de méthodes numériques développées, ainsi que les exigences économiques qui nécessitent alors la production massive des pièces avec le moins de coût, et également aux exigences écologiques qui imposent maintenant l'alimentation illimitée et un comportement fortement anisotrope et complexe. L'utilisation des méthodes classiques pour prédire leur comportement est loin de la réalité expérimentale. Dans ces conditions, l'émergence des nouvelles méthodes et procédures pour analyser leur système-là est nécessaire. Alors, aujourd'hui, il est établi que la méthode de Monfini est incontournable tant pour les laboratoires industriels que pour les laboratoires, tant pour les laboratoires de recherche académique que pour les laboratoires industriels, et ceci pour gagner du temps et de l'argent. Mais l'utilisation de notre essai simulation-là, ou la capacité prédictive de ces simulations-là, est fortement liée aux lois de comportement qui sont implémentées. Or, une simulation réaliste, elle nécessite l'implémentation des critères de plasticité avancée, c'est-à-dire des critères qui comportent donc un nombre énorme de coefficients anisotropiques, il faut les identifier. Alors, les essais utilisés dans l'identification des modes de comportement sont classés de deux catégories. Les essais classiques, considérés comme des essais homogènes, avec des extractions simples, le pluriel, le mouvement dérivé, etc. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie donc, des essais inhomogènes. Là, on cherche donc ici un champ le plus hétérogène possible. Et au fil du temps, donc, on observe bien le nombre des éprouvettes qui ont été optimisées et développées. Alors, pour récapituler, en ce qui me concerne, dans mes travaux, j'ai essayé d'apporter ma contribution à l'identification en utilisant, avec donc les moyens disponibles, les deux essais, le jeu qui parle de classe d'essai, et ceci à constituer les actions de recherche qui devaient donc se développer par la suite. Enfin, mes activités de recherche, je les classais donc en trois actions. Action 1, caractérisation expérimentale des flux. Action 2, notification du mode de comportement par un inverse. Et action 3, développement et mise en œuvre des stratégies d'identification de leur comportement avancé à partir de ces points. Je passe directement à l'action 1, donc, qui concerne la caractérisation expérimentale des flux. Donc, j'ai réalisé donc, des essais de caractérisation sur l'école anisotrope, essais d'action, essais de mouvement. Il y a aussi de drones de fixage et aussi des mesures de bibliothèque. Mais le plus important de tout ça, c'est la réalisation d'une machine de hydroformage qui a été réalisée dans le cadre de la thèse de Beuzet. Et la performance et les capacités de cette machine-là nous a permis de réaliser plusieurs campagnes d'essais d'hydroformage sur des matériaux en acier doux
et en alliage d'aluminium. Donc je cite la première comparaison des hydroformages libres utilisés pour l'identification de comportement. Également, nous avons aussi réalisé des comparaisons d'essais sur des tubes hydroformés dans une matrice carrée. Alors, et puis ici, donc, je présente un deuxième dispositif donc, que je suis fabriqué pour caractériser le comportement donc, des tubes sous compression latérale. Donc, l'objectif c'était donc de chercher les moyens, un nouvel essai, un nouvel moyen qui nous permet d'investiguer la possibilité d'identifier le comportement donc, des tubes à partir d'un dispositif à faible coût. Et ce travail-là réalisé dans le cadre d'un master. Alors, la conclusion sur l'action 1. Donc, nous avons essayé de maîtriser un certain nombre de techniques expérimentales pour la caractérisation mécanique. Ceci afin de disposer d'une base de données expérimentale riche, versatile que possible pour l'identification et la validation des lois de comportement. Je passe maintenant à l'action 2. Alors, qui porte sur l'identification des lois de comportement par analyse inverse. Cette action-là va être donc développée en trois points. Tout d'abord, je présenterai donc, les travaux relatifs à la thèse. Ensuite, les travaux relatifs aux postdoctoraux. Qui portent donc sur l'identification d'un comportement mutualisateur, de formage et l'identification de toute compression latérale. Alors, directement, mon sujet du thème est l'identification des lois de comportement, l'identification inverse. Le deuxième point, c'est de proposer une méthode d'analyse de sensibilité pour étudier l'effet de la variation des paramètres identifiés sur la réponse simulée. Alors, ici, je voudrais donc présenter le cadre général dans lequel donc, on a mené cette identification. Donc, tout d'abord, le cadre général de l'organisation, ici, on a considéré les pulsars isotropes de type de Swift. Les critères qu'on a identifiés sont représentés ici dans un ordre de complexité croissante. À savoir le télescope transverse, I48, et puis donc le parlage 91. Ces paramètres de ces critères-là ont été identifiés dans le cadre de la plasticité associée et non associée. Les stratégies qu'on a développées ont été basées sur des essais tels que l'essai de traction, qui nous fournit des cours de pulsage ainsi que des essais de traction plate réalisés sur des éprouvettes larges. Voilà, et la méthode d'identification, c'est la méthode d'analyse inverse, un petit peu qu'elle est par fini. Alors, je représente ici donc, rapidement des résultats qu'on on peut observer qu'à travers ces résultats, que l'approche qu'on a adoptée ici améliore ou nous présente des résultats qui sont très proches des observations expérimentales. Mais le plus important, c'est que quand on utilise un critère avancé, on améliore nettement les prédictions des résultats. Donc, pour conclure ce travail, dans cette thèse-là, on a pu donc, définir et mettre en œuvre les stratégies d'identification. Et l'essentiel à retenir dans tout ça, c'est qu'une bonne prédiction des résultats expérimentaux nécessite une analyse inverse et l'utilisation de critères avancés. Alors, pour valoriser ces travaux, donc je cite ici que la valorisation de ces travaux donc, est faite donc, par la soutenance d'une thèse de doctorat à la faculté de Centre de Tunis. Aussi, donc, je voudrais donc, mentionner que le manuscrit donc, qui est disponible sur le web a été maintenant cité 9 fois dans le Scholar Google. En plus de ça, compréhension du dialogue d'expérience et calcul. Deuxièmement, de savoir comment choisir, comment combiner les données expérimentales pour une meilleure identification. C'est-à-dire là, on a développé, on a travaillé sur le développement de nouvelles stratégies. Et troisième point, donc, disposer d'outils pour la réalisation des essais à des fins d'identification de validation. Donc, j'enchaîne directement par le deuxième point dans mes travaux. Donc, c'est uniquement, on a commencé à travailler à l'identification des lois de comportement mutualisateur avec la thèse de Zerelli. Les motivations et les objectifs, c'est tout d'abord
déterminer avec précision les paramètres de notre comportement du tube tubulaire. Et pour cette raison, on a développé des stratégies d'identification des paramètres qui sont basées sur l'analyse inverse. Cette analyse inverse, elle aussi, elle se base sur un couplage d'un calcul d'éléments finis avec l'expérience par le biais d'une méthode d'utilisation. Donc, directement ici, donc les résultats, on a commencé d'abord par réaliser des essais de traction sur des éprouvettes de cubes pour avoir les courbes de cristal et le coefficient d'entropie qui sont représentés dans ce tableau-là. Et puis, l'essentiel de ce travail, c'est la réalisation de ces hydroformages avec la machine qu'on vient de montrer tout à l'heure. Donc, j'ai dit, deux campagnes ici d'essais ont été réalisées, des hydroformages à utilisés pour l'identification, et aussi donc, des essais d'hydroformage à différents niveaux de pression. Donc, les résultats expérimentaux en termes de hauteur en fonction de la pression interne sont représentés ici pour les deux matériaux. Alors ici, c'est la théorie d'identification inverse qui couple donc la réponse expérimentale à hauteur en fonction de la pression avec un calcul fini pour enfin nous donner les paramètres. Donc ici, les principaux résultats. Alors, je voudrais aussi mentionner qu'on a utilisé des méthodes analytiques afin de comparaison. Donc, les résultats de ces identifications sont résumés dans ce tableau. Et ces figures-là, ils montrent une représentation graphique de ces résultats. On peut observer que seulement dans les réponses qu'on a obtenues avec cette méthode inverse sont en bon accord avec l'expérience, et ceci pour les deux matériaux. Bon, en plus, donc, la validation. Cette validation a été faite sur deux niveaux. Tout d'abord, une validation sur l'essai lui-même, en termes d'épaisseur en fonction de la pression, et aussi en termes de prédiction des profils action du tube. Mais le plus important, c'est la validation sur un essai qui n'a pas été utilisé dans l'identification. Ici, nous avons réalisé l'essai d'hydroformage dans une matrice carrée et on a déterminé le profil de l'épaisseur à travers une section transverse du tube. Alors, ce qu'on peut remarquer que pour l'acier, on a trouvé un bon accord, surtout lorsqu'on a employé la méthode inverse. Les résultats sont peu acceptables en ce qui concerne l'alliage de la réunion. Alors, ceci est attribué, certes, à la limitation du critère de Hill 48 et probablement dans l'utilisation des critères plus avancés, plus sophistiqués, ça pourrait améliorer les résultats. Donc, le troisième point de cette présentation concerne ici une identification de notre comportement des tubes soumis à une compression latérale par un poisson visible. Là, on veut identifier les paramètres de commissaire de ce tube-là en coïncidant la réponse de ce tube-là, c'est-à-dire l'effort appliqué en fonction de son déplacement. Bon, on a considéré ici un cas isotrope, une isotrope dont les résultats sont résumés là, et puis une validation sur le tube, sur les profils axiaux et transversaux. En conclusion, dans cette action 2, nous avons mis en œuvre d'outils d'identification inverse du type localisé par l'élément fini appliqués à l'identification de l'anisotropie méthode, de l'anisotropie de comportement de formage des tubes hydroformés et finalement à une application de conversion latérale. Deux aspects donc, sur ce travail-là, je peux citer. Donc, tout d'abord, un aspect expérimental, réalisation de machines et des essais, et un aspect donc numérique, identification et simulation. Alors, on peut dire que les méthodes analytiques de façon générale sont en désaccord, sont peu précises, plus ou moins dans les désaccords avec l'expérience, alors que la méthode inverse présente un bon accord, sauf dans l'inconvénient. Donc, ce qui nous ouvre des perspectives à utiliser des couloirs de comportement aluminium. Bon, pour la compression latérale, je crois que des études plus approfondies sont nécessaires. Votre valorisation, donc la valorisation, vous voulez, de ces travaux d'obtention et résumé sur
ce constat. Jusqu'à maintenant, je publie 4 articles dans des revues internationales en impact. Et puis, j'ai présenté 4 communications en plus des encadrements. L'encadrement et l'encadrement de la thèse de Zéry a été soutenu en 2014 et l'encadrement du master de l'hygiène d'environnement. Alors, je passe directement au 3e et dernier, si vous voulez, action de ce travail-là, qui porte sur le développement et la mise en œuvre des stratégies d'identification des voies de comportement avancées. Alors, cette action-là va être développée en 4 points. Le premier point, c'est l'étude des faits du nombre et du type d'essais sur l'identification de votre comportement. C'est le deuxième point, il va rapporter sur l'identification des voies de comportement avancées du type et de fromage. Bon, troisième point, il va porter sur l'identification, cette fois-ci avec des modèles relativement simples. C'est essentiellement des luttes. C'est l'identification des lois de comportement d'école à partir des essais de fromage hydraulique. Et le dernier, j'ai proposé ici une méthode originale, simple, permettant d'identifier les paramètres de propriété des joints soudés. Alors, pas directement au contexte général, surtout pour les points que j'ai traités là, 1 et 2. Donc, il s'agit d'apporter une nouvelle réponse à une question qui est la suivante. Comment et quels sont les essais expérimentaux à utiliser pour identifier les paramètres d'anisotropie, des critères de précocité sophistiqués, pour améliorer la précision des prédictions de ces modèles de comportement. Donc, notre contribution consiste donc à apporter, ou à contribuer à apporter donc, des réponses à travers deux applications, l'apprentissage des preuves et l'hydroformage. Donc, ici, c'est les lois de comportement, dans le cadre d'un général. Donc, les lois de comportement élastoplastiques avec le message isotropes ont été considérés. Et les critères de complexité, d'ordre de complexité, donc 300 à 100 fois, le critère de 1048, le Barra 91 et le Kazakou Barra 1001. Alors, je commence d'abord par le premier point, qui consiste à étudier l'influence du nombre et le type de données expérimentales sur la précision de l'identification du mode de comportement sophistiqué. Donc, sur ce transparent, je présente la base de données expérimentales disponible relative à 2 matériaux autochtones, l'une en acier TC06, l'autre en alliage d'aluminium. Cette base de données donc, va servir à établir des stratégies d'identification du mode de comportement. En tout, pour chaque matériau, on dispose de 21 données expérimentales, c'est-à-dire 21 essais ici. Pour étudier donc l'influence du nombre d'identité, il faut établir des stratégies d'identification. Alors, j'ai établi essentiellement 3 stratégies. Dans la première stratégie, je vais utiliser tous les essais expérimentaux disponibles de 21 données. Dans la stratégie 2, je vais éliminer donc certaines données. Et dans la stratégie 2, je vais utiliser uniquement les essais relatifs à l'attraction simple, réalisés dans l'appliqué. C'est leurs différentes coefficients d'anisotropie. En adoptant, bien sûr, l'écrevissage isotropes, donc il est déterminé par les 2 matériaux à partir de l'essai 2 par ajustement des lois d'écrevissage avec l'essai de traction. Alors, le problème d'identification revient donc à un problème de minimisation d'une fonction objective, alors qui représente la différence entre le calcul et l'expérience. Alors, on marque ici de présence cette fonction objective, on a des coefficients WI qui représentent des poids de pondération, si vous voulez, pour favoriser donc un essai par rapport à l'autre, ou bien des résultats expérimentaux par rapport. Alors, je passe maintenant aux résultats. Alors, vu le nombre important des résultats, je me contente de présenter l'essentiel, ou bien les résultats les plus importants, qui sont relatifs donc à l'acier BC06 et aux résultats de la stratégie numéro 1. Ce qu'on obtient là, ce sont 2 résultats d'identification en termes de profil de coefficient d'anisotropie et le profil de l'attraction. D'accord? Suivant donc différents. Donc on observe ici bien que essentiellement le CB 2001 il donc permet de prédire la
l'anisotropie de le comportement, mieux que les autres. Ceci confirmé par la représentation de la surface de charge, la surface de seuil. Donc on voit bien que cette courbe passe par les bons expérimentaux. Ceci est confirmé aussi par le résidu, donc, qui est calculé par cette stratégie qui est le minimum, le minimal, par rapport aux autres stratégies utilisées et bon, là, ici, donc, je voudrais bien vous présenter la stratégie numéro 4 parce que c'est une méthode importante parce que ça nous permet donc, de gagner beaucoup de temps et de l'argent, si vous voulez, parce que ça permet d'identifier les paramètres d'anisotropie d'un critère qui est le CV dominant, qui nécessite 11 données expérimentales à partir uniquement de 6 données expérimentales qui sont déterminées à partir de cette traction. Donc dans ce tableau-là, je représente les deux matériaux, les données expérimentales à partir de traction et les données que j'ai appelées ça virtuelles, gérées par un critère de plasticité tel que le IL91. Les résultats de cette identification, elles sont présentées là, c'est con. Donc on voit bien, donc avec la courbe rouge, qu'on peut décrire essentiellement l'anisotropie de ce matériau-là expérimentalement. Donc avec le profil de coefficient d'encore et l'attraction, et aussi donc l'attraction. Ce qui est en point bleu, ce sont donc les points virtuels. Alors en même temps ici, on peut représenter la courbe de surface de plasticité et la courbe en rouge, ça correspond à ce critère. Alors ici, pour évaluer la capacité de ces méthodes-là, on passe à la confrontation modèle expérience avec la réalisation d'un essai d'emboutissage sur une méthode, c'est l'essai en droit qui est utilisé par les constructeurs automobiles pour évaluer ou valider le comportement. Alors, les résultats de validation sont représentés sur ces figures-là. Alors, ce qu'on peut remarquer, ce qu'on peut tirer de ces figures-là, c'est que, essentiellement, le Kazakh-Barra, avec la stratégie qui utilise le maximum de résultats expérimentaux, et la stratégie que j'ai développée, qui utilise le peu d'essais expérimentaux et des résultats virtuels qui sont en bon accord avec l'expérience. Alors, maintenant, je vais passer au deuxième point, qui porte donc sur l'identification de votre comportement avancé pour l'étude, et je vais cette fois-ci exploiter le résultat concernant la stratégie numéro 4. Donc, les motivations de ce travail, c'est que dans les tubes, sont essentiellement des tubes anisotropes, donc surtout les tubes extrudés, et les méthodes analytiques qui utilisent donc un modèle de comportement isotrope sont insuffisantes. Et en plus de ça, on a constaté donc, que les essais utilisés pour la caractérisation des tubes sont un petit peu nombreux. Donc j'ai proposé donc, cette stratégie pour l'appliquer sur le tube, qui consiste à utiliser donc, 3 essais de traction, des essais de gonflement hydraulique libre et des essais virtuels générés par le IELD 91. Donc, les résultats que je dispose pour mes tubes, les deux tubes, l'un en acier et l'autre en arrière de l'union, se résument ici. Donc, ce que je représente en graphe sont les expériences et ce que, en caractère normal, sont donc les résultats virtuels. Alors, ici, donc, je représente les résultats de l'identification, donc à travers donc, la présentation du profil du coefficient d'anisotropie et le profil des contraintes uniaxiales. Donc, on voit bien que seulement les critères donc, de CB2001 permettent de prédire l'anisotropie de ces matériaux-là. Bon, essentiellement, donc, on n'a pas de problème avec l'acier, mais essentiellement pour l'alliage d'aluminium. Donc, il prédit bien l'anisotropie de déformation et l'anisotropie des contraintes. Ceci donc aussi confirmé par la représentation des surfaces de charge. Alors on a utilisé ces paramètres-là pour simuler l'essai d'hydroformage libre. Et là on représente la hauteur de report en fonction de la pression. Donc on voit très bien que essentiellement le CV du BA qui coïncide avec les points expérimentaux, les autres prédictions sont loin. Maintenant, côté confrontation et modèle expérience, donc on a